je reste seulement sur le plan économique. Le Congo a une loi qui s'appelle le Code des investissements, qui Oui. est effectivement une bonne loi. Mhm. C'est un bon code des investissements qui est censé favoriser euh, comment dire, l'émergence des entreprises. C'est un vrai bon code des investissements. Et pourquoi ça ne Seulement, fonctionne pas? on a l'impression que les gens ne sont pas au courant. Ceux qui ont Non, ils sont au courant, mais c'est pas appliqué. La loi n'est pas appliquée, malheureusement. C'est ça le non, problème, en non, non, fait. non, monsieur Perrin, non, monsieur Perrin. Je parle de ceux qui ont des moyens, Oui. ceux qui ont une certaine surface financière, mais qui n'ont pas de projet et qui ne savent pas ils seraient plus puissants, ils seraient bien plus gagnants, ils seraient bien plus prospères en investissant. Ils Oui, ne le mais savent dans pas. le même temps, je vais vous reposer la question. Restons sur le Congo, Brazzaville, Michel. Que pensez-vous de ces jeunes opérateurs? Ils nous entendent, ils nous suivent pendant que nous sommes en train de réaliser cette émission. Ils sont nombreux et moi j'en connais beaucoup. Des jeunes Congolais qui sont allés étudier à l'étranger, qui ont eu des financements pour des projets préfinancés, qui sont arrivés au Congo pour installer des entreprises à qui on a dit non, pour des simples raisons politiques. À ce moment-là, on va accuser l'économie ou la politique. Voilà pourquoi je vous disais, bon, prenons le cas du Congo, peut-on parler de l'économie sans la politique? Parce que nombreux n'ont pas pu installer leurs entreprises au Congo, n'ont pas pu s'installer au Congo, parce que pour les raisons politiques, soit il était bon d'un bord donné, ou simplement parce qu'il n'était pas avec, bien entendu, le système, ou simplement parce qu'il ne voulait pas faire allégeance au système. Et ça, les exemples, il y en a plein, on peut les citer, mais je me garde de les citer. Les noms, je pouvais les citer. Euh, je suis, comment dire, Parce que vous parlez de la loi, parce que la loi, elle est au-dessus de tout le monde. Donc, s'il y oui, a une loi pour l'investissement au Congo, les gens devraient s'en tenir à la loi. Or, malheureusement, quand vous arrivez, ce sont plutôt des pesanteurs politiques ce qui sont des prennent le... pesanteurs politiques Oui, et des pesanteurs sociaux, oui. mais qui sont aussi politiques. Mhm. Je m'exprime. Je pense que pour ce qui est du Congo, le grand mal a été fait par la période du socialisme scientifique. Moi, je vous posais cette question parce que vous avez évoqué ici Euh, la loi euh, sur l'investissement au et, Congo-Brazzaville. Voilà pourquoi je vous disais non. Le Congo est un pays qui a des et, lois, mais qui sont très mal appliquées. Le Congo a ratifié des conventions, même de droits de l'homme. Ce sont des bonnes lois. Mais sauf que lorsqu'on va sur le terrain dans l'application de ces lois, c'est mais vraiment nul et c'est même criminel parce que lorsqu'on prend par exemple les appels d'offres qu'on fait là au Congo pour soit construire, vous avez vu là les municipalisations accélérées pour ne pas dire le vol accéléré voilà des deniers publics, lesquels obtenaient ces appels ou réussissaient à prendre ces appels d'offres. Ce n'était jamais les mieux offrants. Ben, ce sont les parents qui sont autour, qui prenaient ça, alors que la loi l'interdit. j'appelle ça l'état du socialisme scientifique congolais. Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver sur R7 et bienvenue dans ce tout nouveau numéro de Droit de savoir où j'ai le plaisir de recevoir Michel Milandou, auteur d'un nouvel ouvrage intitulé Le franc CFA, histoire et responsabilité dans l'histoire. Un livre de 138 pages paru en février 2025, donc très récemment. Bonjour Michel. Bonjour, Monsieur Christian Perrin. Merci Michel d'être avec nous sur R7. Le franc CFA explore l'histoire, la responsabilité et les implications économiques et sociales de la monnaie CFA en Afrique francophone
précisiez-vous. En somme, le texte ouvre un débat nécessaire sur les implications économiques et sociales de la monnaie CFA et invite d'ailleurs à une réflexion approfondie sur la souveraineté monétaire et économique en Afrique. Alors, ma première question, peut-on parler de l'économie sans souveraineté monétaire? Merci, Monsieur Christian Perrin. Depuis quelques années déjà, on assiste à une flambée d'opinion sur la situation du franc CFA dans les pays africains francophones. Les 14 pays que sont 6 pays de l'Afrique centrale et 8 pays de l'Afrique de l'Ouest. Et pendant que vous Ces dites ça, opinions, pardon Michel, vous, votre livre, il porte sur quelle zone? ils portent essentiellement sur la zone de l'Afrique centrale. Ceci étant, les analyses qui ont été faites, peut-être quelques recommandations qui sont aussi dedans, sont aussi applicables à l'Afrique de l'Ouest pour la simple raison que le franc de l'Afrique centrale et le franc de l'Afrique de l'Ouest, le franc CFA de l'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Ouest, sont cotés exactement pareil au niveau du franc français. Alors Ah, donc, moi, donc, ma question, je vous posais la question tout à l'heure de savoir si on peut développer son économie sans la souveraineté monétaire. Après, vous pourrez nous dire hein, si le franc CFA est une monnaie souveraine pour ces pays dont vous faites état. c'est la question qui est posée dans ce livre. En fait, c'est ça, la question centrale. Si une économie d'un pays africain actuellement peut euh, connaître un développement sans la souveraineté monétaire, à première vue, je dirais oui. Mais bien sûr que cette réponse, répondre ainsi, ça va soulever le tollé au niveau des pays africains, au niveau de certains intellectuels, mais la réalité, c'est ça. La réalité, c'est oui. Oui, mais en disant oui, Michel, est-ce que, parce que après nos téléspectateurs vont chercher à savoir, lorsque vous affirmez oui, y a-t-il un exemple, par exemple, d'un pays utilisateur du franc CFA qui a pu décoller économiquement parlant? Bon, euh, le problème, est-ce que le problème est au niveau du franc CFA? La monnaie en elle-même n'est rien dans un pays, dans une société. La monnaie en elle-même n'est rien dans une société. Je crois le plus important, ce qui fonde le développement, ce qui fonde la croissance dans une société quelconque, c'est le dynamisme des individus, des gens qui la composent. Hmm. Voyez-vous, on ne peut pas aujourd'hui dire que les États-Unis sont développés parce qu'ils ont le dollar. Oui, mais le dollar joue tout de même un grand rôle dans l'économie et même dans la puissance américaine. Le- la monnaie n'est venue qu'après. C'est le dynamisme, c'est l'entrepreneuriat. Donc, c'est la vision que portent les individus dans le pays qui est à la base du progrès de n'importe quel pays. La monnaie ne vient que, pour ainsi dire, renforcer ou permettre la concrétisation hein, de cette volonté de progrès qui est dans une société. C'est pour ça que le problème, pour ce qui est de nos pays, pour ce qui est de nos pays, le Mhm. problème, c'est de cesser, et ça j'invite, de cesser d'accuser, de cesser de se cacher derrière nos tares. Voilà. J'allais même dire, pour reprendre le titre d'un auteur, je crois, malien, Le devoir de violence, hein, de Yambo Ologuen, le devoir de violence. Il nous faut un devoir de violence pour
qu'on puisse se libérer de cette culture d'assister ou de cette culture de pointer l'autre comme étant le responsable de nos malheurs. Donc pour vous, tous les pays qui ont le CFA en commun, comme monnaie d'ailleurs, n'ont pas pu décoller économiquement parlant et vous pensez que c'est un problème d'homme et non de la monnaie? C'est un problème d'homme et non de la monnaie. Pourquoi? Ben, déjà, on peut le voir au niveau, par exemple, de l'Afrique centrale. On peut le voir au niveau du développement de chaque pays de l'Afrique centrale. Ces pays-là qui ont la même monnaie et du reste, qui ont une seule banque centrale, qui ont la même banque centrale. Quand vous voyez, par exemple, vous prenez le Cameroun, vous prenez le Gabon, le Cameroun à côté du Gabon, vous prenez le Cameroun à côté du Congo, vous avez quand même des niveaux de développement qui sont bien différents. Pourtant, tous ces pays utilisent exactement la même monnaie. Qu'est-ce qui fait que au Cameroun, par exemple, l'agriculture soit plus développée qu'au Congo et qu'au Gabon? Qu'est-ce qui fait que au Cameroun, mais tiens, par exemple, c'est un exemple que je prends comme ça, euh, le Cameroun a pu voir émerger des sociétés de transport à part entière, viables, depuis plus de 30 ans. Et c'est presque 25 ans après que on rencontre au niveau du Congo cette émergence de ces sociétés de transport, dans le genre, les sociétés de transport qui desservent maintenant le pays. Ah, Brazzaville, Pointe-Noire, vous pouvez, et ainsi de suite, Brazzaville, le nord du pays. Est-ce que le Cameroun n'est pas aidé aussi par d'abord, j'allais dire, sa configuration, parce que c'est un pays finalement, il y a un côté, j'allais dire, francophone et l'autre côté Anglophone. est anglophone. Et nous savons que généralement, les anglophones ont une autre culture au niveau des affaires que les francophones. Est-ce que ce n'est pas cet aspect qui a beaucoup joué pour qu'ils tentent de se démarquer, même si vous parlez des avancées économiques, mais c'est un niveau, j'allais dire, dérisoire. C'est vraiment une Oui, économie de survie, s'il faut l'appeler comme ça. oui, mais effectivement, bon, on est un peu tenté de penser que le type de colonisation, le type de colonisation subi a des effets plus ou moins positifs, hein, sur ces sociétés. Bon, Mhm. il n'y a pas encore d'études viables qui ont été menées et qui peuvent en apporter la preuve, mais effectivement, c'est visible, c'est visible. Mais je crois que il y a il y a aussi en dehors de ça, peut-être les options politiques qui ont été prises dès le départ. Vous voyez, il y a un pays comme le Cameroun était sur le schéma libéral dès le départ. Un pays comme le Congo est passé rapidement du schéma libéral au schéma socialiste, hein, socialiste qui a quand même conditionné ce pays-là pendant plusieurs années. Vous voyez? Oui, mais Michel, Faut... lorsque on lit votre livre, euh, en fait, on peut comprendre que pour vous, la monnaie CFA, en fait, peut devenir un moteur de croissance économique en suscitant bien sûr chez l'individu le rêve de puissance, dites-vous, bien que la dépendance évidemment des pays africains à une monnaie contrôlée par bon voilà une autre nation limite la souveraineté monétaire. Donc il suffit d'avoir une bonne vision économique, on peut se servir de la monnaie CFA et décoller économiquement. En sorte, comme je l'ai dit d'emblée, que c'est un problème, en fait pour vous, c'est un problème d'homme qui se pose. Sinon, lorsqu'on a une vision C'est un économique. problème d'homme. C'est un problème d'homme. Voyez-vous, M. Perrin, en 1960,
En 1960, ceux qui prennent l'élite de l'époque qui prend les rênes de pouvoir, cette élite-là avait su diagnostiquer comme problème essentiel, problème économique essentiel qui se posait Oui, au développement de leur pays, le problème de la formation du marché. La formation du marché. Et grâce à la présence d'une monnaie commune, c'est toujours le franc CFA, donc ils se sont dit, nous avons là un instrument qui nous pousse d'emblée vers une intégration économique régionale. Et c'est ainsi que ces premières élites africaines ont donc lancé la formation de l'UDEAC pour ce qui nous concerne. Voilà. Pourquoi? Mais parce que démographiquement, chaque pays individuellement était trop faible. Il fallait donc fédérer tous ces pays pour pouvoir avoir un marché conséquent qui devait être le moteur de la production. Par exemple, oui, pour ben, ce qui évidemment, concerne. Michel, lorsque vous parlez du marché, évidemment, l'intégration sous-régionale, le marché, mais un marché limité, contrôlé par une certaine puissance impérialiste. La vérité, c'est ça. Je m'explique. Nous écoutions dernièrement Ibrahim Traoré qui disait, là, il prenait l'exemple des armes. Hein. Il dit, bon, nous sommes confrontés au terrorisme, mais le constat qu'ils ont fait, c'est que même quand ils voulaient commander les armes, c'est-à-dire du matériel pour combattre le terrorisme, la France les empêchait d'avoir ce matériel, même quand ils avaient payé de l'argent. J'ai pris cet exemple pourquoi parce qu'on peut transposer cela aussi au niveau de l'économie sociale, bien entendu, c'est-à-dire les technologies nécessaires pour booster l'économie d'un pays utilisateur du franc CFA peut se heurter à la volonté, bien sûr, de la France qui, comme le disait d'ailleurs le professeur Nicolas Gouou, est propriétaire à 100%. Il insiste là-dessus, il dit la France est propriétaire à 100% de la monnaie CFA. Il s'étonne même de savoir qu'il y a encore d'autres Africains qui continuent à croire que, bah oui, on a libéré, voilà, les Africains sont responsables. Bon, bref, ça c'est une parenthèse. Et donc, au niveau de l'économie, je disais, le problème c'est que lorsque ces pays veulent commander du matériel nécessaire pour le développement économique, ces pays se heurtent d'abord à la volonté de la France qui peut ou ne pas valider ce genre de commande. Parce que c'est elle, évidemment, qui détient jusqu'aujourd'hui le monopole de la convertibilité de cette monnaie. Est-ce que là, il n'y a pas un frein, j'allais dire, évidemment, économique? Parce que pour une bonne économie, il faut bien que le pays ou l'acteur soit libre de choisir ses partenaires, non? Oui, le développement économique de l'Afrique centrale n'a pas besoin d'armes. Non, je prenais un exemple. Là, j'ai parlé de l'économie. Non, 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 ce Oui, n'est pas pour oui. vous faire de reproches. Il n'a pas besoin d'armes. Je vais dire par là. Est-ce que la France a déjà empêché un pays d'importer des tracteurs agricoles? Est-ce que la France aurait pu empêcher un pays d'importer des bulldozers, des niveleuses pour faire les routes? C'est pas si sûr. C'est pas si sûr. De la même façon que, mais la France ne s'est pas opposée, n'a jamais pu s'opposer, n'a jamais pu et peut-être su s'opposer à des transferts de fonds, hein, euh, de quelque manière que ce soit, de l'Afrique, de ces économies-là, vers d'autres économies. Par exemple, bon, mais, on sait que les chefs d'État ont des biens à l'étranger. Mais ils ont des biens à l'étranger à partir de quoi? Mais à partir des francs CFA.
qui sont convertis par la suite en dollars ou en quoi, c'est normal, puisque le franc CFA n'est pas convertible directement. Bon, voilà. Je crois que Non, mais là-dessus, l'aspect que vous c'est à ce évoquez, niveau-là. Michel, c'est simplement parce C'est à que ce niveau. ça, ça rentre peut-être dans le cadre de ce système, parce que le franc CFA, en fait, comme disait un autre spécialiste, c'est juste un élément d'un système, la France-Afrique. Il y a d'abord cette affaire des bases militaires déjà qui commence à quitter l'Afrique. Il y a le franc CFA, donc la monnaie. Vous avez aussi donc l'économie qui est contrôlée à partir de la monnaie. Il y a bien d'autres facteurs. Il y a aussi le culturel qui est contrôlé. Je m'explique. Vous dites le franc CFA, c'est-à-dire nos responsables politiques, il faut les appeler comme ça, sinon les régimes imposés dans nos pays, euh, c'est simplement parce que, évidemment, on leur permet, et j'ai suivi aussi un documentaire comme ça, réalisé par une très grande chaîne d'ailleurs française, qui expliquait qu'en réalité, lorsque ces régimes sont installés, il y a des techniciens qu'on envoie, des spécialistes qu'on envoie auprès de ces régimes pour leur faire comprendre que, écoutez, vous avez la possibilité de construire sur nous pour être en sécurité, etc. Tout ça, c'est fait pour les tenir sous une soumission où ils ne peuvent plus échapper pour le chantage après, parce qu'ils savent qu'à un moment donné, ben, ils voudront probablement, pourquoi pas, manifester un sursaut patriotique, pourquoi pas, à un moment donné, ils voudront peut-être s'affranchir, et à ce moment-là, on peut les tenir avec, bien sûr, les biens qu'ils achètent en Europe. Vous voyez un peu cette affaire des biens mal acquis qui commence encore aujourd'hui à rebondir. Donc, je partais dans ce même sens-là. Et ça, on ne peut pas prendre ça comme un élément pour justifier qu'on a la possibilité de s'acheter des appartements en France et que la monnaie serait, voilà, la monnaie CFA pouvait permettre à ces pays de décoller. Ma question aussi, c'est de savoir, est-ce que vous pensez que tous ces pays, c'est quand même 14 pays, non, qui utilisent le franc CFA. Nous sommes aujourd'hui à plus de 60 ans d'indépendance. Comme par hasard, dans tous ces 14 pays-là, il n'y a pas eu des compétences capables de décoller économiquement leur pays. Vous pensez? Comme par hasard, Oui. pendant ces 60 ans, il y a eu un grand voisin du Congo Oui. qui s'appelait le Zaïre, dont le chef, très charismatique, très charismatique, justement, c'était, avait dit non, avait dit non au néocolonialisme belge. Et en quoi faisant, son nom c'était justement de changer de monnaie. Vous savez, vous connaissez l'histoire. Hein? Donc, on a enlevé le franc belge, le franc congolais, qui était un franc belge, pour passer au Zaïre, monnaie. Mais cet exemple qui est là nous permet quand même de dire, de conseiller, de suggérer la prudence. Parce que voilà un pays dont le leader charismatique a su imposer, sans même demander d'ailleurs l'avis de quoi que ce soit. C'est un peu ce que je dis aussi dans le livre, que si vous voulez changer votre monnaie, si vous pensez que vous en êtes capable, mais pourquoi vous pleurnichez? Pourquoi vous allez demander? En fait, la monnaie, c'est une question de décision. C'est une question de décision souveraine, déjà dès le départ. Et c'est ce que le grand Mobutu avait fait. Sur cette souveraineté, il avait décidé de changer de monnaie. Bien, plusieurs années après, je n'ai pas suffisamment d'éléments pour apprécier la situation de ce pays, mais à partir de l'autre rive du fleuve, ce qu'on voit de ce pays, c'est que apparemment, ça n'a pas été que du bonheur. Oui, Bon, mais dans voilà. le même temps, Michel, à contrario, on peut prendre l'exemple du Maroc, qui a quitté le franc CFA et qui a décollé. Alors, justement, c'est que le Maroc a quitté le franc CFA et a décollé, ou plutôt est en train de décoller. En train de décoller, disons-le comme ça. Parce que pendant longtemps, le Maroc aussi, bon, ils étaient là, c'est vrai, mais en train de décoller. Et est-ce que c'est un hasard que le Maroc est en train de décoller avec le roi actuel et non pas avec son père?
Je ne sais pas. Je veux dire par là, mais peut-être aussi qu'effectivement, la qualité de l'individu, la qualité de l'individu est aussi cet élément essentiel que nous avons tendance à sous-estimer dans l'appréciation de nos situations économiques et qui fait que nous nous fourvoyons dans les raisonnements, ainsi de suite. Parce que, effectivement, le Maroc est parti, le Maroc est en train de décoller. Et le Maroc a tellement bien décollé depuis une dizaine d'années que le Maroc, aujourd'hui, pour ceux qui connaissent le pays, c'est un pays quand même qui, du point de vue des services et d'autres choses, est quand même maintenant si loin des pays africains. Hein. Alors qu'en 1960, tous ces pays-là étaient presque à niveau équivalent. Voilà. Donc, je pense qu'au lieu de mettre en avant la monnaie comme condition du développement économique, au lieu de mettre en avant la monnaie comme la condition pour pouvoir mettre sur pied une bonne politique économique, je pense que il faut peut-être qu'on change un peu de vue pour dire que peut-être que les individus, la qualité des individus, c'est la vraie condition pour le développement. Mais je vais prendre un exemple par exemple. Oui. Puisqu'on parle aussi un peu de la France-Afrique, ainsi de suite. Voilà, nous arrivons en 1992 au Congo, après une conférence nationale, il y a des élections, il y a un président qui est élu. Par bonheur, le président qui est élu n'est pas n'importe qui, c'est un professeur d'université, c'est un grand scientifique, c'est quelqu'un qui a l'expérience au niveau international, de la fonction publique au niveau international, et qui est là, et qui, connaissant justement les pressions politiques qui pouvaient s'exercer sur les responsables africains par l'ancienne puissance coloniale, il prend quand même le risque, un risque sûrement calculé, il prend le risque de remettre en cause les contrats pétroliers. Bien, ça, tout le monde a applaudi, mais je crois que lui aussi s'était dit que c'est un acte, il voulait poser un acte patriotique, et il a posé un acte patriotique, parce qu'il savait que sa longévité au pouvoir en dépendait. Ce qui s'est passé, Oui, mais tout le Michel, monde le sait. c'est une bonne chose d'ailleurs de prendre cet exemple du professeur Pascal Lissouba qui a pris ce courage évidemment d'affronter ou de défier, comme tu dirais, Je ne savais pas que l'ancienne c'était, puissance, je ne bien savais pas sûr, que c'était ainsi qu'il s'appelait. colonialiste. Oui, c'est un bon exemple. Pourquoi? Parce que après, je vous poserai la question de savoir si, dans ce cas précis que vous citez, que vous prenez en exemple, parce que tout a commencé à Et quel niveau? C'est parce que la France ne voulait plus, comme qui dirait, donner de l'argent au Congo, alors que c'est elle qui capte tout l'argent et c'est elle qui décidait sur la masse qu'il fallait accorder, voilà, à la République du Congo. Et dès lors que, voilà, la France ne voulait plus, évidemment, accéder, comme qui dirait, à la demande du professeur Pascal Lissouba, voilà qu'il s'est tourné ailleurs, donc vers Oxy, et ce qui lui a causé, comme on l'a toujours dit, les guerres ont toujours, en fait, les guerres sont toujours économiques. Et voilà pourquoi moi je vous pose la question de savoir si le Congo avait sa propre monnaie, avait une indépendance monétaire. Pensez-vous que la France aurait eu, voilà, à faire ce qu'elle a fait au Congo dans les années 1997? La décision prise par le président congolais à l'époque, cette décision n'était pas fondée sur, Sur la monnaie, vous voulez dire? pas vraiment sur la monnaie. Sinon, le,
le connaissant aussi volontaire qu'il était, il aurait pu déjà commencer par poser ce problème. Petite précision, c'est que ceux qui évoquent ce problème du franc CFA n'ont jamais dit qu'ils ne sont pas les premiers, c'est-à-dire les gens depuis l'entrée dans ce siècle-là. C'est pas seulement depuis l'entrée dans ce siècle que se pose ce problème. Ce problème-là avait déjà été posé directement par le président Gnassingbé Eyadema en 1972 Oui. au président Georges Pompidou. Mhm. Donc c'est pas comment dire, une découverte, une trouvaille des générations actuelles. Non. Oui, Donc, mais pour si le revenir, problème n'a pas été posé que maintenant, il faut aussi rappeler que ce problème avait déjà été posé en septembre 1958 par Sékou Touré. Vous connaissez l'histoire. ben, Ce que ça a voilà. donné. Voilà. Et d'ailleurs, au Fouet Boigny en parlait beaucoup, hein, ce problème. Non, Voilà. Et qu'est-ce qui donc, peut expliquer, si réellement il n'y avait pas ce souci-là, qu'est-ce qui peut expliquer que tous ceux qui ont manifesté l'envie d'une indépendance monétaire face au franc CFA, soit ils ont été éliminés physiquement, soit ils ont été déchus de leur pouvoir, et on le sait, les exemples sont légion. bon, les exemples sont les gens, oui, paraît-il que il semblerait que euh, le chef libyen a finalement est tombé sous les balles justement de, de, Oui, comme de, par hasard aussi, c'est dans la même bon, période que voilà, comme par hasard, Laurent Gbagbo a été destitué Laurent de la manière Gbagbo dont tout a le monde été connaît. destitué, oui, comme par hasard. Et avant Laurent Gbagbo, on n'a jamais bien su, même notre frère euh, du Burkina Faso, lui aussi, parce qu'en fait, il était un peu dans cette dynamique. Mais je pense que, bon, ça c'est un aspect un peu politique qui ne tient pas beaucoup, bon, sur lequel je ne voudrais pas m'hasarder. Alors donc on Mais revient sur j'ai l'aspect lu, purement économique. j'ai cru comprendre par cette question-là que on pose là le problème justement de l'existence de comptes d'opération. Oui, Ce compte-là qui capte 50% finalement oui. de ce qu'on appelle là-bas réserve de change, de ces pays-là qui le captent et qui le captent au bénéfice et en faveur de l'économie française. Bon, là-dessus aussi, il faut quand même mettre un peu de gants. Parce que finalement, toute l'opération n'a jamais été bien explicitée. Toute cette opération-là. Bon, mais toujours est-il que, apparemment, d'ailleurs, si vous voyez les experts français d'ici, ils vont vous dire oui, vous en parlez comme ça, mais vous ne savez pas qu'en fait, cet argent-là, le Trésor français le place et c'est un compte qui est rémunéré et c'est au bénéfice des pays de la zone franc, Oui, mais apparemment. ça, Mais, ce sont là les explications que peuvent mais donner, voilà, le ce sont des dominateur, comme explications. qui dirait, c'est-à-dire le vainqueur, qui donne ses, qui peint une histoire, comme qui dirait, c'est l'histoire du vainqueur. Et on ne peut pas trop croire à cela. Aujourd'hui, nous avons de plus en plus des experts africains de la monnaie qui expliquent que c'est une monnaie nocive à Oui, ils l'économie ne sont africaine. jamais. Mais vous savez qu'il y a beaucoup d'Africains aussi maintenant qui sont suffisamment bien outillés en matière d'analyse économique et qui sont dans nos deux banques centrales, parce qu'il y a quand même deux banques centrales différentes, distinctes, qui sont dans ces banques centrales-là et qui n'ont pas toujours le même discours que le discours des experts qui sont à l'extérieur de la banque centrale. Oui, mais voilà, On est quand même. pendant que vous parlez Voilà. de ces deux banques centrales, Michel, et c'est là un peu ma préoccupation. On parle ici de la monnaie CFA. Au début de cette émission, vous avez parlé de l'intégration sous-régionale. Et ici, on se retrouve face à une situation où on a deux banques centrales, donc de l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Mais qui, curieusement, le franc CFA de l'Afrique centrale n'est pas conversible,
au franc CFA de l'Afrique de l'Ouest. Alors que c'est le même Et vice, imprimeur, c'est le et même vice propriétaire qui contrôle cette monnaie. Et vous pensez que là, il y avait vraiment cette volonté de créer une zone, comme vous disiez tout à l'heure, d'échange? Vous ne voyez pas qu'il y a des obstacles à tous les niveaux? Non. La zone de Afrique France de l'Ouest? CFA, sauf, Oui, comme on dit, est aussi une zone d'intégration économique. Donc, oui, nous avons en face deux zones d'intégration économique. Les deux banques centrales, mon cher Perrin, n'ont pas été créées en même temps. Il faut vous dire qu'il y a quand même un pays comme l'un des pays de l'Afrique de l'Ouest a une banque depuis 1892, quelque chose comme ça. Ce qui n'est pas le cas des autres pays. De la même façon que du reste, la banque centrale, la banque, la, le franc de l'Afrique de l'Ouest, le franc CFA de l'Afrique de l'Ouest, le CFA était colonie française d'Afrique, qui est devenue par la suite communauté française d'Afrique. Alors que le franc CFA de l'Afrique centrale, c'est coopération financière. Coopération financière. Vous voyez bien que à partir de là, déjà, on se justifie la présence de deux instituts. Hein? oui, Donc, mais de deux pourtant, banques ils ont centrales. un Donc, même la propriétaire. C'est là mon convertibilité, problème, en fait. Ma la, question, c'est de la, savoir, c'est le même propriétaire de la monnaie, le même c'est pas le même, imprimeur de la monnaie, et mais c'est vous dites le toujours même propriétaire. l'ancienne puissance, voilà. Mais Euh, vous dites le même propriétaire, mais je suis en train de vous dire que c'est pas le même propriétaire. comment ça? Attention, faire imprimer les billets ou faire fabriquer les pièces, ça s'appelle l'hôtel de Bordeaux qui les fabrique. Ce n'est pas lui qui est le propriétaire. C'est pas lui qui commande. L'ordonnateur de l'opération s'appelle la Banque centrale. Et la Banque centrale de l'Afrique de l'Ouest est la seule à ordonner euh, la fabrication des billets de la Banque centrale, même si le fait qu'on se réfère ou que les deux banques centrales se tournent vers une même imprimerie pour imprimer les billets ne signifie pas, parce que cette imprimerie-là, si vous allez voir de près, peut-être aussi qu'elle fabrique des billets de la D'autres Thaïlande, monnaies, oui, bien de la entendu, mais Thaïlande ou de finalement, machin, de oui, notre mais pays. Michel, Voilà. que pensez-vous Ce finalement qui fait que des affirmations faites par le professeur Nicolas Gros qui dit le franc CFA est une propriété à 100%, il insiste là-dessus, 100% française. Les gouverneurs des trois banques centrales africaines, c'est-à-dire les gouverneurs de la BCAO et l'Afrique de l'Ouest, le gouverneur de la BCC, Banque centrale des Comores, et le gouverneur de la BEAC, Banque des États de l'Afrique centrale, ce ne sont pas ces trois gouverneurs-là qui donnent des instructions pour qu'on puisse produire des francs CFA tout neufs et les donner à des djihadistes, à des terroristes pour venir combattre les Africains. Cela n'est pas possible dans la mesure où nous savons que les francs CFA se produisent non pas sur le territoire africain, mais à Chamalières, près de Clermont-Ferrand. C'est-à-dire, le franc CFA étant la propriété à 100%, parce qu'il y a beaucoup d'Africains qui ont encore du mal à comprendre ça. Le franc CFA étant la propriété à 100% de la France, c'est la France seule qui produit les francs CFA et les met à la disposition des Africains, moyennant la récupération de leurs devises. Nous avons, pendant plus de 20 ans, fait ce genre de débat. Je ne sais pas ce que ça signifie. C'est-à-dire, Parce c'est que une monnaie française qu'on propriété a à donnée 100% voilà, français, aux Africains, juste pour contrôler leur économie, voilà. est-ce qu'il est dit par rapport à l'existence Bien de entendu, ce il dit par rapport à l'existence de ces de ce deux fameux zones. compte d'opération? Oui. Bon, mais les comptes d'opération,
euh, la relation entre le franc CFA et le franc français était déjà une relation, comme on dirait en sens vulgaire, je t'aime moi non plus. Parce que lorsque les banques centrales commandent des francs CFA, il faut vous dire qu'il y avait presque une relation automatique vu la fixité du taux de change. Vu la fixité du taux de change. Donc, quand vous émettez un franc français, en fait, ça veut presque automatiquement de l'implication sur l'équivalence en franc CFA et vice-versa. Et vice-versa. C'est peut-être ça qui fait dire que, mais on ne peut pas dire aujourd'hui que c'est une monnaie qui appartient à 100% à la France. Et c'est-à-dire que ça signifie quoi ça? Les autres, ils sont quoi là-dedans? Oui, mais qu'est-ce qui fait que finalement la France puisse garder, comme vous disiez tout à l'heure, comment vous appelez ça? Les comptes d'opération. Les comptes d'opération, voilà, et qu'elle dispose également du monopole de la conversibilité de cette monnaie. Aujourd'hui, le Devenu, franc CFA. vous voulez nous dire que la Aujourd'hui, France est devenue philanthrope, elle se soucie des Africains, voilà pourquoi. mais vu le niveau, vu Oui. les performances, et d'ailleurs c'est ça qui explique, vu les performances économiques Mhm. de ces économies-là, ça serait quand même, je ne sais pas où on serait s'il n'y avait pas cette garantie-là. Vu les performances économiques de ces économies-là, c'est ça aussi qui a fait qu'il y ait scission presque totale au sein de la zone, entre la zone franc CFA Afrique de l'Ouest et la zone franc CFA Afrique centrale. Parce que d'un côté, on avait quand même un balbutiement économique qui se faisait sur machin, la production qui existe. De l'autre côté, nous sommes essentiellement au niveau de l'économie de rente. C'est-à-dire il y a des gens qui sont encore au stade de la cueillette, parce que la rente, c'est en fait ça. Vous êtes encore au stade de la cueillette. Par contre, les autres sont au stade de la manufacture. Donc, on est dans un système qui fait que qu'on ne pouvait plus, on ne peut plus s'entendre. Hein, on ne peut plus s'entendre. Est-ce que la convertibilité, mais oui, mais aujourd'hui, on a dit que le franc CFA de l'Afrique centrale n'est plus automatiquement convertible en franc CFA de l'Afrique de l'Ouest. Oui, il y a effectivement. Pourquoi? Mais c'est tout simplement au niveau de la performance. Hein, au niveau de la performance de ces économies-là. Tout simplement. Hein, tout simplement. Euh, ceci étant, ceci étant, Oui. ben, depuis quelques années, vous savez, jusqu'en 1975 ou même 80, on pouvait venir ici en France avec des francs CFA et les faire changer directement à la Banque centrale. Et d'ailleurs, au début, un peu plus tôt, on pouvait même passer dans une banque commerciale et le Crédit Lyonnais vous échangez vos francs CFA en francs français. Mais quelle est la réalité aujourd'hui? Non, la réalité aujourd'hui, c'est que des mesures prises même par les autorités monétaires des pays de la zone, vous ne pouvez même pas sortir avec cet argent-là. Vous ne pouvez pas sortir avec les francs CFA. Vous savez que vous ne pouvez pas sortir du Congo, par exemple, du Cameroun, du Gabon, ainsi de suite, avec des francs CFA, en tout cas une certaine somme de francs CFA pour l'extérieur. Oui, vous pouvez sortir avec une certaine somme quand il s'agit de rentrer dans des pays voisins de la zone, mais vous ne pouvez pas aller à l'extérieur avec, parce que à partir de ce moment-là, la loi exige, dit que vous devez passer par la Banque centrale. Oui, Par mais la est-ce Banque que ce centrale. n'est pas ce qui fait dire aux gens que finalement le CFA n'est pas une monnaie? Dernièrement, on a vu un Africain, il faut dire ça comme ça, qui s'est rendu à la Banque de France pour aller échanger les CFA. Oui, Il devait avoir au moins deux ou trois billets, je crois, de 10 000 francs c'était un peu de la CFA, 10 provocation, 000 mais francs enfin. CFA.
à la Banque de France où on lui a fait savoir, la Banque centrale, je crois, où on lui a fait savoir que ce n'était pas possible. Ben, oui, c'est ça. Ben, je crois que c'est plutôt lui qui ignorait la nouvelle réglementation. Ce n'était pas parce que tu viens avec des billets, il faut connaître quand même la réglementation. Oui, Si mais c'est là tout entre-temps, le problème. Est-ce qu'il est normal qu'une monnaie, soit dit en passant, qu'une monnaie ne soit pas conversible avec d'autres devises? C'est là tout le problème se pose. vous ne pouvez pas, oui, vous ne pouvez pas vous déplacer avec des yuan, aller à l'étranger, puis vous dire, j'ai des yuan, je vous les donne. Vous ne pouvez pas vous déplacer avec des dirhams marocains, vous allez là, à l'étranger, d'ailleurs, vous ne pouvez pas sortir avec. Si vous passez dans tous ces pays-là, si vous arrivez, vous avez utilisé leur monnaie pour les transactions à l'intérieur et qu'il vous reste encore de la monnaie sur vous, la seule possibilité que vous avez à faire, c'est de les emporter, mais qu'on ne sache pas, qu'on ne vous voit pas que vous êtes sorti avec des billets, parce que là, on vous ravit tout et même votre voyage risque d'être annulé. Voilà. Donc, parce que ce sont les lois de tous ces pays-là. Ce Oui, ici monsieur, nous je sommes crois dans le que cas de ce figure monsieur où peut-être, c'est la France qui garantit la conversibilité. mais c'est pour vous dire que si si c'est maintenant ainsi, c'est pour vous dire que tous ceux qui disent que cette monnaie appartient à la France ont donc tort. Parce C'est que si cette monnaie appartenait à la France, comme dans le temps, cette monnaie appartenait à la France, ne posait aucun problème de convertibilité. C'est-à-dire, vous arrivez en France, si maintenant ce n'est plus le cas, c'est pour vous dire que cette monnaie n'appartient plus à la France. Et donc la France, ne la reconnaissant plus comme étant sa monnaie, impose, impose comment dire, les directives qui s'appliquent à n'importe quelle monnaie qu'on ne reconnaît pas, et vous dit, non, monsieur, vous ne pouvez pas, nous, on ne peut pas prendre vos francs CFA. La France va vous dire, la Banque centrale, monsieur, renvoyez-les dans votre pays, vous allez à la banque de votre pays et la banque de votre pays va vous donner les devises avec lesquelles vous pouvez voyager. Voilà. Voilà, nous sommes presque à la fin de cette émission. Alors, Merci. Michel, on peut donc retenir, selon bien sûr votre livre, que finalement, c'est une forme de spéculation, il faut dire ça comme ça, que de penser que la monnaie CFA est une propriété française et que les économies africaines, notamment les pays qui utilisent cette monnaie, hein, ne décolleraient pas parce que c'est un problème d'homme, c'est manque de vision économique, c'est ce que je retiens donc pour, Exact. pour clôturer cette Exact. émission, et que s'il y avait une volonté politique, il y avait une vision, ces pays pouvaient évidemment économiquement décoller. C'est ça qu'on va retenir. Exact. C'est bien mon point de vue. Bon, ceci étant, pour ne pas, comment dire, me désolidariser totalement de, de cette marche funeste contre le franc CFA, j'ai quand même posé dans ce texte des conditions, les conditions qui peuvent faire que euh, la marche vers la monnaie souveraine soit une marche efficace et efficiente. J'ai posé et c'est là où se pose le problème. Parce que les gens, quand ils disent oui, il y a longtemps qu'on pose le problème, les Houphouët, Boigny, et ainsi de suite, mais s'ils avaient reculé, c'est parce qu'ils avaient vu que la structure économique de leur économie n'était pas suffisamment viable pour pouvoir assumer, la souveraineté monétaire. Il y a aussi ça. C'est pas, ils étaient pas, il faut pas qu'on les prenne quand même. Il faut pas qu'on prenne nos anciens hommes politiques pour des gens qui ne savaient rien, qui ne connaissaient rien. Non, non. Ils voyaient, ils savaient, mais ils ont su apprécier la situation concrète de l'économie de leur pays et par rapport à la responsabilité
à la responsabilité de la gestion d'une monnaie souveraine. Donc Parce ça qu'il ne veut faut dire pas que penser depuis la que... création de cette monnaie en 1945, ce que j'ai lu, jusqu'à maintenant, Oh, même après oh, les indépendances, 60 ans après les indépendances, ces économies africaines, donc les 14 pays utilisant le franc CFA, vous êtes en train de dire, ces pays-là sont conscients de l'état économique de leur nation et que il serait, j'allais dire, hasardeux de parler de la souveraineté monétaire, c'est-à-dire de quitter la monnaie pour aller, ou peut-être pour, pourquoi pas, imprimer sa propre monnaie, battre sa propre monnaie. Vous êtes en train de dire que ces économies ne sont toujours pas conséquentes. comme il y a beaucoup de on-dit pour ce qui concerne les pays africains, et que nous ne sommes pas à mesure euh, de dire ce qui se passe au niveau de ces trois pays qui ont fait une petite révolution politique, Oui, hein, le Burkina, le Niger, le Mali, hein, comme on n'est pas sur place pour savoir, mais apparemment, ces pays sont quand même en train d'apporter la preuve que cette monnaie néocoloniale, c'est-à-dire le franc CFA, peut quand même être exploitée, exploitée pour la bonne cause. Et d'après ce que les images qu'on a, qui nous arrivent de certains de ces pays, notamment le Burkina Faso, on voit quand même qu'il y a quelques efforts qui sont en train d'être accomplis, des efforts que 40 années, 50 ans d'indépendance, jusque-là, n'ont pas pu réaliser. Vous voyez? oui, mais dans le même sens, ils sont dans le processus de battre en fait, dans un futur Oui, mais proche, de battre leur propre monnaie. ce Maintenant, n'est pour que ceux qui sont en train de faire, voilà pourquoi au début je vous posais la question de savoir si on pouvait faire l'économie avec, bien sûr, une monnaie on ne contrôle pas totalement, mais ce que j'avais, en fait, ce que j'ai ignoré au début, c'était de vous poser la question, peut-on parler de l'économie sans parler de la politique? Parce que après, je peux me tromper, mais c'est ce que moi j'ai observé dans ces pays africains, les 14, après il faut qu'on me démontre le contraire, c'est la politique qui fait l'économie. Donc l'économie est liée à la politique. Dès lors que ces régimes, pour la plupart, ont été imposés par la puissance coloniale, eh bien, tout va avec l'économie qui boite. Et donc ma question, est-ce que vous pensez que dans ces pays africains, les 14 qui utilisent la monnaie CFA, on peut parler de l'économie sans parler de la politique? mais oui, on pouvait parler de l'économie sans parler de politique. Mais bien sûr, nous nous sommes convaincus que ce n'était pas possible, que nécessairement il fallait parler politique parce que, bon, qu'est-ce que vous voulez? Oui, aussi en partie oui, parce que quand nous posons le problème de l'individu, quand nous posons le problème du patriotisme, quand nous posons le problème de la qualité de l'individu, mais on sait bien que cet individu, la qualité de cet individu est en même temps au niveau politique, mais aussi au niveau tout simplement économique. C'est-à-dire, nous voulons dire qu'au niveau politique, la qualité des individus, ceux qui prennent des dispositions légales pour permettre aux entrepreneurs de s'engager dans le développement économique, hein, il faut d'abord des lois. Il faut d'abord des lois. Et les entrepreneurs, c'est-à-dire que ceux qui Quand ont une les lois vision, ne sont pas effectives, c'est-à-dire ne sont pas applicables, ne sont pas, ceux qui ont une j'allais dire, vision, praticables dans non, un pays, c'est là où je parle mais, de la mais, politique. Parce que c'est là que la politique agit. Lorsqu'on prend des lois, et ce n'est pas pour rien d'ailleurs que Barack Obama disait il faut des institutions fortes. Vous avez des bonnes lois, et le Congo est parmi, hein, d'ailleurs, le Congo-Brazzaville est parmi ces pays qui disposent des meilleures lois au monde.
qui va en fait ratifier toutes les conventions. Mais l'application de ces lois, c'est, je peux dire, pratiquement nul, parce que personne finalement au Congo, en fait, ne respecte la loi. Dès lors que les lois ne sont pas respectées, ben, l'économie ne peut qu'en pâtir, parce que l'économie, j'allais dire la force ou oui, la force de l'économie, c'est aussi la force des lois. Mais le Congo a des bonnes lois, je ne sais pas lesquelles. Je reste seulement sur le plan économique. Le Congo a une loi qui s'appelle le Code des investissements, qui Oui. est effectivement une bonne loi. C'est un bon code des investissements qui est censé favoriser euh, comment dire, l'émergence des entreprises. C'est un vrai bon code des investissements. Et pourquoi ça ne Seulement, fonctionne pas? seulement, on a l'impression que les gens ne sont pas au courant. Ceux qui ont Non, ils sont au courant, mais c'est pas appliqué. La loi n'est pas appliquée, malheureusement. C'est ça le Non, problème, en non, non, fait. non, monsieur Perrin, non, monsieur Perrin. Je parle de ceux qui ont des moyens, Oui. ceux qui ont une certaine surface financière, mais qui n'ont pas de projet et qui ne savent pas qu'ils seraient plus puissants, ils seraient bien plus gagnants, ils seraient bien plus prospères en investissant. Ils Oui, ne le mais savent dans pas. le même temps, je vais vous reposer la question. Restons sur le Congo, Brazzaville, Michel. Que pensez-vous de ces jeunes opérateurs? Ils nous entendent, ils nous suivent pendant que nous sommes en train de réaliser cette émission. Ils sont nombreux et moi j'en connais beaucoup. Des jeunes Congolais qui sont allés étudier à l'étranger, qui ont eu des financements pour des projets préfinancés, qui sont arrivés au Congo pour installer des entreprises à qui on a dit non, pour des simples raisons politiques. À ce moment-là, on va accuser l'économie ou la politique. Voilà pourquoi je vous disais, bon, prenons le cas du Congo, peut-on parler de l'économie sans la politique? Parce que nombreux n'ont pas pu installer leurs entreprises au Congo, n'ont pas pu s'installer au Congo, parce que pour les raisons politiques, soit il était bon d'un bord donné, ou simplement parce qu'il n'était pas avec, bien entendu, le système, ou simplement parce qu'il ne voulait pas faire allégeance au système. Et ça, les exemples, il y en a plein, on peut les citer, mais je me garde de les citer. Les noms, je pouvais les citer. Euh, je suis, comment dire, Parce que vous parlez de la loi, parce que la loi, elle je, est au-dessus de tout le monde. Donc, s'il y oui, a une loi pour l'investissement au Congo, les gens devraient s'en tenir à la loi. Or, malheureusement, quand vous arrivez, ce sont plutôt les pesanteurs politiques ce qui sont des prennent. pesanteurs politiques Oui, et des pesanteurs sociaux, oui. mais qui sont aussi politiques. Mhm. Je m'exprime. Je pense que pour ce qui est du Congo, le grand mal a été fait par la période du socialisme scientifique. La période du socialisme scientifique a en fait mis dans la tête de la jeunesse et de tout le monde que croisez-vous les bras, bon, on vous demande à peu près aller faire des études parce qu'il faut qu'on a besoin de petits marchés gratteurs de papier et de bureaux et l'État va tout faire pour vous. Puisqu'à ce moment-là, même les entreprises étaient des entreprises d'État. Et ça fait du mal. Ça fait beaucoup de mal. C'est-à-dire que maintenant, c'est toute une culture de l'État qui s'est imprégnée, qui s'est incrustée dans la tête des gens et qui fait que ces gens-là, quand ils sont au niveau de l'État, ben, ils remettent comment dire, les mêmes pratiques. Ils ne peuvent pas concevoir effectivement que des gens viennent pour, surtout des Congolais, pour s'installer, pour investir, surtout des Congolais, pour investir. Par contre, le problème, là, on peut aller encore sortir, c'est que quand ils se sont des étrangers, curieusement, on peut les autoriser à Oui, mais s'installer. parce que c'est des prête-noms. Moi, je vous posais cette question parce que vous avez évoqué Euh, ici la loi euh, sur l'investissement au et, Congo-Brazzaville. Voilà pourquoi je vous disais non. Le Congo est un pays qui a des et, lois, mais qui sont très mal appliquées. Le Congo a ratifié des conventions, même de droits de l'homme. Ce sont des bonnes lois. Mais sauf que
lorsqu'on va sur le terrain dans l'application de ces lois, c'est mais vraiment nul et c'est même criminel parce que lorsqu'on prend par exemple les appels d'offres qu'on fait là au Congo pour soit construire, vous avez vu là les municipalisations accélérées pour ne pas dire le vol accéléré voilà des deniers publics, lesquels obtenaient ces appels ou réussissaient à prendre ces appels d'offres. Ce n'était jamais les mieux offrants. Ben, ce sont les parents qui sont autour, qui prenaient ça, alors que la loi l'interdit. Quand vous lisez la loi, c'est voilà, la loi elle est claire là-dessus. Malheureusement, on a vu les mêmes qu'est-ce personnes qui prenaient des qu'est-ce qui a marchés, empêché, ils démarraient qu'est-ce qui a quelque empêché, part, ils arrêtaient, c'est des éléphants blancs, qu'est-ce qui a ils prenaient un autre empêché, marché, ils se retrouvaient de l'autre côté, ils prenaient un deuxième, un troisième, ils se retrouvaient avec 10 marchés, jamais réalisés, mais ce même monsieur pouvait continuer à avoir, voilà. qu'est-ce qui a empêché que justement, qu'est-ce qui a empêché que ces Congolais-là, qui avaient eu donc le bénéfice de Oui. ces marchés, puissent effectivement s'investir honnêtement Mais c'est la politique. Voilà dans pourquoi le je marché. dis c'est la politique qui freine. Est-ce que c'est la politique? Oui, c'est la Est-ce que c'est la politique qui politique? freine. Est-ce que c'est pas la qualité de ce qu'on disait tout à l'heure là, l'individu, la qualité de l'individu? Est-ce que c'est la politique? Parce que ce Oui, qui mais a été dans fait, la, pardon ce Michel, qui a été dans la fait là, qualité de l'individu, il y a la politique. ce qui a été fait là, Monsieur Oui, Perrin, ce qui a été fait, oui, mais ailleurs ça se fait, ça peut s'appeler, ça peut s'apparenter à la préférence nationale. oui. Ça peut s'apparenter à la préférence nationale. Donc, on fait tout pour que les nationaux puissent bénéficier de ces marchés et ainsi qu'ils puissent devenir les véritables entrepreneurs qu'ils semblent être. Qu'ils semblent être. Hein? Donc maintenant, si à partir de ce moment-là, Oui. vous remportez un marché, même Des gens qui n'ont pas d'expérience en plus. moyennant de machins, si l'individu ne travaille pas, s'il ne fait pas, ben, Mais bon. c'est qu'il y a un problème. Donc, ce n'était pas un entrepreneur. Oui, Bon, mais c'est à ce théoriquement, moment, là, on va dire, vous là, on allez va me dire que l'excuser, les vous lois allez ne me sont pas l'excuser, mais respectées. c'est à ce moment que la loi devrait frapper. Que dit la loi quand quelqu'un a pris un marché, un deuxième, qui n'a pas réalisé? Que dit la loi? C'est là que la loi intervient. Voilà pourquoi je vous disais, la loi ne fonctionne pas au Congo. On ne frappe personne. Celui qui a C'est pris là 10 où, milliards est allé de l'autre côté, a commencé à construire, il a abandonné. Il vient prendre 20 milliards, il va de l'autre côté, il continue, il abandonne. La loi ne frappe pas. À ce moment-là, on ne peut pas parler de la loi. j'appelle ça l'état du socialisme scientifique congolais. Parce que Bon. Monsieur Perrin, Monsieur Perrin, Oui, c'est ce qui s'est passé, ce que vous évoquez là, oui. c'est ce qui s'est passé dans le plan quinquennal. Mhm. C'est ce qui s'est passé exactement au niveau du plan quinquennal, où des individus s'étaient improvisés bâtisseurs, c'est-à-dire entrepreneurs dans les bâtiments, et on leur donne comme marché de construire les bureaux administratifs dans toutes les régions du Congo, et tout le monde avec c'est le même plan d'ailleurs qui a été reproduit partout, qui aurait pu être reproduit partout, mais partout, ces bâtiments-là n'avaient jamais été terminés. Voilà. Donc ça, c'est le mal. C'est ce que j'appelle bon, ce sont C'est des tas de l'état du socialisme. socialisme. Mais est-ce que ça veut dire que dans le socialisme, on ne Congolais. fonctionne pas? C'est ce que ça veut dire. Je Que n'ai pas dans bien le compris. socialisme, puisque vous parlez du socialisme, vous avez parlé des tares du socialisme. Est-ce que ça veut dire un système, voilà, Dans socialisme le, socia- ne sanctionne dans le pas, c'est ça, socialisme, tout est permis. dans le socialisme scientifique congolais, la sanction des hauts fonctionnaires était exclue. Dans le socialisme scientifique congolais, les hommes politiques étaient bénéficiés tous, les hommes politiques et même les directeurs des entreprises bénéficiaient tous d'une immunité totale. Voilà. C'est ça. C'est ça l'État. Et c'est ça qui fait que, en partie, mais on ne peut pas accuser seulement le franc CFA. On ne peut pas accuser Non, là, le je fait que n'accuse pas le fonds consommation CFA, mais moi, je parle ici de la politique et c'est la question que je posais. Peut-on parler de l'économie
sans parler de la politique, parce que, à mon avis, c'est lié dans les pays comme les nôtres, le Congo-Brazzaville, et voilà pourquoi nous sommes arrivés jusqu'à faire ces genres de démonstrations. Moi, j'ai vu les systèmes un peu beaucoup plus, je ne sais pas, bon, la Chine, quand on regarde la Chine, comment on sanctionne les voleurs, les fraudeurs, ils sont très sévères là-dessus. On a vu les cadres qu'on a, voilà, pendus en public. Mais au Congo, force est de constater que finalement, la politique est au-dessus de l'économie et qui dicte même l'économie. À ce niveau-là, c'est vraiment un passoire où tout est permis. Et dans un pays comme celui-là, évidemment, avec un franc CFA, on imagine le scandale, la catastrophe. Oh, même sans le franc CFA, le scandale est déjà là. Même sans le franc CFA, le Non, scandale est déjà là. ajouter au franc Euh, j'allais dire, oui. mais il y a un livre très important aussi, quand vous citez, comme vous avez cité le professeur, je n'ai pas retenu le nom, Gou, oui, mais il y a aussi Nicolas un livre, Gou, à Gou, oui, il y a un livre qui est très édifiant pour nous. oui. C'est le livre de Honoré Mbanda. Ainsi sonnent le glas les derniers jours du maréchal Mobutu. C'est un livre qui n'est pas seulement politique, c'est un livre qui soulève bien sûr des aspects politiques, les aspects diplomatiques, mais les aspects économiques et les aspects monétaires. Il fait tout ça, vu la position qu'il avait occupée au sein de la présidence de Mobutu. Donc, il fait tout ça. Et je vous assure, euh, ce qu'il dit là, mais c'était ça, hein, c'est ça, là, les accointances du MPR et du PCT du MPR ultra-libéral, paraît-il, et du PCT marxiste-léniniste du Congo. C'est incroyable. Ces deux partis pourtant qui étaient Devenu, je sais pas, diamétralement opposés, socialiste, démocratie, ou je sais pas comment ils appellent ça. et diamétralement opposés à l'époque, mais dont les pratiques étaient exactement les mêmes. C'est incroyable. Voilà. Je conseillerais d'ailleurs la lecture de ce livre parce que les gens. Oui, voilà, donc on va terminer. Je vous laisse les secondes qui nous restent hein, pour conclure évidemment, et ça va compter donc pour votre mot de la fin. Le problème essentiel pour nos pays et l'objectif prioritaire pour nos pays, c'est le développement économique. Il faut qu'on sache que tout le reste, par exemple la monnaie, n'est finalement qu'un instrument dans cet objectif-là. Un, il n'est pas l'instrument essentiel, c'est un des instruments. Il y a d'autres instruments qui sont, comme on l'a dit, mais la formation, c'est vrai, la formation, mais surtout, et surtout, on insiste, la qualité de l'individu. Parce que vous imaginez que dans ces pays-là, on ne voit pas émerger des sociétés par action, par exemple. Ça n'existe pas. Pourquoi? Mais parce que notre culture nous impose la méfiance de l'autre. Or, on aurait pu, le développement aussi exige qu'on dépasse cette méfiance-là. Il faut aller vers des associations. Et pour aller vers l'association, l'avantage de l'association, c'est une forme de mutualisation des risques. Vous investissez tout seul, je ne sais pas, une certaine somme, mais vous en prenez les risques. Mais si cet investissement peut être partagé parmi 10 personnes, vous voyez bien qu'il vous reste toujours à chacun quelque chose, une sorte d'épargne qui lui garantit de pouvoir continuer sa vie. Mais vous Et pensez ça, que pour le cas, par exemple, du Congo, il se pose aussi un problème de choix des projets, des investissements, et ces choix-là, généralement, sont l'émanation des politiques, ben oui, malheureusement. c'est vrai, malheureusement. Et malheureusement, c'est ça qui a fait que la bonne idée qui avait été lancée à l'époque de la création d'une banque de développement national,
qu'on appelait la BNDC. D'ailleurs, peut-être petite banque, et aujourd'hui, il y a la Banque africaine de développement, la BAD. Cette idée, qui est une très bonne idée, finalement, s'est soldée par, je ne veux pas dire l'échec, ce n'était pas l'échec, puisque le projet a été mis, le projet a vu le jour, la banque a existé, mais justement, du fait des courtes vues des individus, du fait du manque de projet, du manque de perspective au niveau individuel, eh bien, tous les crédits accordés par la BNDC pour le développement, pour l'entrepreneuriat, tous ces crédits, finalement, se sont trouvés être, comme qui dirait, jetés à l'eau. Et c'est ça qui a fait que, par la suite, que la BNDC ferme. C'est ça qui a fait que la BNDC ferme. Donc, notre problème, c'est surtout au niveau de la qualité de l'individu, de la qualité de l'homme. Tant qu'on ne va pas résoudre ce problème-là, on pourra avoir notre monnaie. Ça risquerait d'être même pire. Parce que Donc, vous ne là, pensez pas que comme ça au va, Congo-Brazzaville, pardon, être Michel, notre monnaie, c'est pourquoi je suggérais la lecture de Mbanda, Honoré, comme ça va être notre monnaie, mais les gens vont faire fonctionner la planche à billets là-bas pour se faire. Et c'est ce qui a noyé l'économie zaïroise. oui, mais vous pensez que Voilà. depuis les indépendances, je disais tout à l'heure, on a célébré dernièrement, je crois que c'était le 64e anniversaire de l'indépendance du Congo. On peut parler vraiment des hommes qui manquent au Congo-Brazzaville depuis là jusqu'aujourd'hui. Bon, après, voilà, mais chacun va tenter de répondre à la question. Pour vous, vous dites que c'est un problème d'homme et non de la monnaie. Et la monnaie n'est qu'un, voilà, un des facteurs. C'est ce que j'ai cru retenir. Bon, si c'est un facteur, ça veut dire qu'il y a d'autres facteurs aussi à côté qui, qui plombent l'économie congolaise et on a donné quelques exemples. En tout cas, merci donc d'avoir été avec nous. Michel Milandou, je rappelle le titre de votre livre que vous venez de mettre sur le marché, qui est intitulé Le franc CFA, Histoire et responsabilité dans l'histoire. Vous pouvez donc trouver le livre en ligne, hein, il existe déjà. Vous pouvez donc l'acheter en ligne. En tout cas, il est très intéressant pour essayer, évidemment, comme on a dit, le débat est lancé, mais aussi, voilà, des analyses approfondies sur comment faire décoller les économies africaines. Et lorsqu'on lit ce livre, on a bien, évidemment, c'est ce que j'ai cru comprendre, que finalement, le franc CFA en lui-même, ou seul le franc CFA ne justifie pas j'allais dire, la situation La économique de ces déroute. pays utilisateurs du franc CFA et donc il y a d'autres causes aussi qui pourraient justifier cela. En tout cas, grand merci donc d'avoir été avec nous. C'est Voilà, à moi de vous remercier. Merci. c'est moi. Mesdames, Messieurs, merci donc de nous avoir suivis. Cliquez sur le petit pouce en l'air juste en bas, surtout n'oubliez jamais. Ces petits gestes, cela compte beaucoup pour nous. Partagez massivement et dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cette émission et je vous encourage donc à vous procurer ce livre. Il est très intéressant. Merci et à très bientôt.